Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir avec Jean-Pierre Cornu les grands enjeux de l'industrie automobile à l'occasion de la sortie de son ouvrage Liberté, Égalité, Mobilité. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Roland, merci de m'avoir invité. On est ravis. Alors, vous êtes toujours aussi incroyable. Vous êtes aujourd'hui plus de 120 personnes pour cette masterclass. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Jamel Toubrinet, qui est le Global Head of Sales Enablement. C'est lui qui construit tous les outils pour les 500 commerciaux de Cegid. Cegid, c'est un leader français du logiciel comptable. Et Jamel Toubrinet nous a expliqué dans le détail tout ce qu'il met à disposition de ses commerciaux de façon très innovante, en vidéo, en aide à la vente, en contenu, pour aider, simplifier, faciliter le travail quotidien de ces équipes, des équipes globales. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une application de coaching qui simplifie la vie des managers commerciaux en centralisant toutes les informations dont ils ont besoin pour accompagner leurs équipes. Incentive accompagne des entreprises dans la santé, dans l'industrie, dans l'automobile également, dans la grande distribution, dans les technologies, dans un peu plus de 20 pays. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que Gloria, tu peux nous faire le portrait de notre prestigieux invité aujourd'hui? Avec plaisir. Jean-Pierre Cornu, vous êtes diplômé de l'IEP Paris, vous poursuivez vos études à l'ENA et vous obtenez un DES en sciences économiques. À la suite de vos études, vous vous spécialisez dans la direction des systèmes d'information des grandes entreprises pendant plus de 16 ans. Vous devenez d'abord DSI de Solac, société sidérurgique, puis avec le jeu de fusion d'Usinor Sasilor, et vous prenez ensuite la direction des systèmes d'informatique de Renault. Vous avez popularisé la démarche processus et déployé les architectures services. Vous avez également présidé le CIGREF, qui réunit tous les DSI du CAC 40, du 2000 au 2006. Vous êtes passionné de VTT, vous aimez la montagne l'hiver comme l'été, et vous êtes un lecteur assidu d'ouvrages d'histoire et prospective. À travers votre engagement, vous agissez pour la transformation des sociétés grâce aux technologies. Vous voulez construire une société plus ouverte et plus responsable. Vous aimez partager votre expérience comme conférencier, comme professeur à l'HEC, à l'École de Mines et à Paris-Dauphine. Et vous avez publié 12 ouvrages de référence, dont le dernier, Liberté, Égalité et Mobilité. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Pierre dans l'espace questions. Il y répondra en fin d'entretien. Merci. Alors, bienvenue Jean-Pierre. En préparant cet entretien, j'ai découvert de quelque chose d'incroyable. C'est que la première voiture à dépasser les 100 km/h, alors déjà c'était très tôt, c'était en 1899 à Archer, dans la plaine d'Archer, dans les Yvelines. Une voiture construite et pilotée par un coureur automobile belge, Camille Genadzi. C'était la jamais contente, Voilà. et elle avait une particularité, la jamais contente, c'était une voiture électrique. Absolument. Absolument, vous avez raison. Au tout début de l'automobile, hein, dans cette dernière décennie du 19e siècle, il y avait en fait trois solutions pour propulser les automobiles. Il y avait le moteur électrique avec des accumulateurs au plomb qui avait une durée, une autonomie de l'ordre d'une centaine de kilomètres, ce qui n'était pas catastrophique. Il y avait les voitures à vapeur qui étaient dans la grande tradition du monde de la vapeur ferroviaire du 19e siècle, et avec une société très connue qui s'appelait Amédée Bollé, qui était leader dans ce domaine. Et il y avait le moteur à gaz de pétrole,
le moteur à explosion, qui a été découvert par un Français, Beau de Rochat, en 1870 et qui ensuite a été mis au point par Karl Daimler. Donc il y avait le choix des motorisations et on va retrouver ça dans notre 21e siècle. Et alors pourquoi est-ce qu'à l'époque, les constructeurs font le choix du moteur à explosion? Alors pour une raison extrêmement simple, c'est la capacité énergétique du pétrole qui est excellente. C'est-à-dire que dans un volume réduit, vous avez la possibilité d'avoir une capacité énergétique pour faire avancer une voiture pendant à l'époque, quelques dizaines de kilomètres. Et on trouvait le pétrole pour les voitures dans les pharmacies. Il n'y avait pas de réseau de stations-service, etc., mais le produit était disponible. Ce n'est vraiment qu'à partir du début du XXe siècle que le choix du véhicule à essence s'est imposé et que très rapidement, on a mis en place l'infrastructure de diffusion de l'essence et également que l'on a développé les routes parce que les routes étaient en Europe en assez mauvais état à la fin du 19e siècle. Il a fallu complètement réinventer autour de la voiture qui devenait autonome, qui, avec l'invention des pneus gonflables par les frères Michelin, a permis d'aller beaucoup plus loin. On a inventé le tourisme, on a inventé toute une économie autour de l'automobile qui a complètement façonné nos modes de pensée, nos modes d'organisation sociale tout au long du XXe siècle. C'est une très belle saga, l'histoire de l'automobile, et qui va continuer au XXIe siècle avec l'électromobilité. Alors dans votre livre, vous citez Paul Meillan. Donc Paul Meillan, c'est un journaliste qui a contribué à beaucoup de papiers, notamment sur le sport, qui est l'un des fondateurs de l'Automobile Club de France. Et vous le citez, nous aurons la voiture électrique le jour où l'on aura découvert le moyen de produire de l'électricité dans le véhicule lui-même. Donc là, on pense aux piles à combustion. Le jour où l'on donnera une pile primaire assez puissante, qui nous donnera cette pile primaire? Ce sera la fortune pour l'inventeur, en même temps que la révolution radicale dans l'industrie automobile, dans la locomotion et la traction mécanique sur route comme sur rail. Et ça, c'est écrit en 1896 dans La France automobile par Paul Meillan. Incroyable. Oui, ben vous savez, l'écriture de ce livre, qui est le troisième d'une série consacrée à l'automobile et à la mobilité, rend humble. Parce qu'on se rend compte que nos prédécesseurs, il y a 120 ans, ben, ils avaient déjà une vision très sophistiquée du monde. Ils avaient réfléchi à ces questions-là. Il faut se souvenir que la fin du 19e siècle pour la France, c'est une période radieuse. On a l'exposition universelle de 1889, on a celle de 1900, le développement de tout, hein, le métro, les chemins de fer, la radio. Donc on est dans une phase de créativité, d'inventivité technologique, et la France est un leader mondial. On fait la course en tête, hein, avec les Britanniques, on se frotte régulièrement, mais on est en avance. Et on est resté jusqu'en 1909 le premier constructeur automobile mondial, puisque à ce moment-là, Ford a repris le leadership grâce à la Ford T. Donc c'est passionnant de voir que nous ne sommes pas en 2023 les grands innovateurs que nous pensons être, nous sommes les héritiers d'une longue génération de créateurs qui ont marqué le développement de l'économie européenne. Alors dans ce contexte européen, février 2023, la Commission européenne approuve l'interdiction de la vente de véhicules thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035. Certains pays comme l'Allemagne font de la résistance pour protéger leur industrie, essayent d'imposer les biocarburants comme une alternative. Finalement, est-ce qu'il s'agit d'un refus d'adaptation au changement? Comment est-ce que vous voyez, vous, avec votre œil d'expert, cette dynamique s'instaurer en Europe?
Alors, il y a beaucoup de réactions autour de la décision de la Commission. C'est un acte politique et stratégique majeur. On parle beaucoup de stratégie de souveraineté européenne. Et pour ma part, je trouve que c'est la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile que des gouvernements disent, ben, voilà le choix technologique qu'on vous impose. Alors évidemment, les constructeurs automobiles, très fiers de leur souveraineté technologique, n'ont pas du tout apprécié ça, mais en fait, ils tiennent un double discours. Et on le voit bien, y compris les Allemands, qui d'un côté disent oh là là, nous sommes des grands motoristes, on ne veut pas renoncer à notre héritage technologique, donc on veut continuer à avoir un carburant liquide dans nos moteurs à explosion. C'est le discours de Porsche, c'est le discours de BMW. Et puis en même temps, vous avez le groupe Volkswagen qui est à fond sur l'électromobilité, dans l'investissement mondial majeur, notamment en Chine, de véhicules électriques. Et d'ores et déjà, le groupe Volkswagen est un des leaders de l'industrie de l'électromobilité. Donc, les Allemands sont pragmatiques, ils ont deux fers au feu, ils ne veulent pas renoncer à leur expérience historique de motoriste qui leur a donné un avantage considérable sur le plan mondial. Hein. Alors, il y a Porsche, mais il y a aussi Ferrari qui tient le même discours en disant bah, nous, on fait de magnifiques moteurs, donc on ne veut pas renoncer à ça. Et puis, il y a le fait que le marché, c'est la Chine qui le dicte aujourd'hui. Mon précédent livre, c'était Et la voiture du 21e siècle sera chinoise. J'ai étudié en profondeur l'évolution de la stratégie automobile chinoise, très habile, qui a consisté à prendre le contre-pied de l'expérience européenne en disant bah, on ne sera jamais les grands motoristes que sont les Européens, donc on va devenir les leaders de l'électromobilité. Et pas simplement d'ailleurs dans la voiture, mais également dans les trains, les métros, etc., où ils sont excellents. Donc en fait, les Allemands veulent développer l'électromobilité, ils le font très bien, hein, commencent à avoir une gamme de véhicules de très bon niveau. Tesla s'est installé à Berlin, c'est pas par hasard, hein, c'est très symbolique. Volkswagen investit dans une grande compagnie de développement de batteries qui s'appelle Northvolt et ils sont présents. Mais en même temps, ils disent bon bah on va négocier. Alors, vous savez qu'ils sont très bons en négociation à Bruxelles. Hein. Les lobbyistes de l'industrie automobile sont très présents dans les couloirs du Parlement et de la Commission. Et ils ont trouvé une astuce qui, à mes yeux, est vraiment un argument de surface. La solution qu'ils préconisent est une solution très complexe, très chère. Aujourd'hui, la solution telle qu'elle est préconisée, qui consiste à extraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère et d'extraire de l'hydrogène de l'eau avec de l'énergie décarbonée, c'est un truc très compliqué, truc d'ingénieur, et qui coûte 5 euros, prix de revient, 5 euros le litre. 5 euros le litre. Alors, ce n'est pas la solution de la voiture de monsieur tout le monde. Je pense qu'il y aura encore quelques personnes qui seront prêtes à payer cher ce carburant-là pour remplir le réservoir de leur Ferrari ou de leur Porsche. Ils auront le droit de le faire, puisque finalement, en 2035, on pourra continuer à avoir des voitures dès lors qu'elles n'utilisent pas d'énergie fossile. C'est clair. Ce qui est clair dans l'affaire, c'est que c'est la fin de l'essence dans les voitures en Europe, tant que le parc survivra. Ce qui veut dire, en clair, compte tenu de 15 ans d'espérance de vie pour une voiture thermique, qu'on aura encore des voitures thermiques en 2050. Ça sera la fin. Et 2050, c'est la cible du net zéro carbone de l'ensemble de l'économie européenne, où à ce moment-là, on ne doit plus produire de carbone qui ne soit pas compensé par des productions alternatives. Alors vous voyez que le choix stratégique, il est vraiment d'aller vers le tout électrique. Et le tout électrique, c'est deux branches, c'est le véhicule électrique à batterie
la voiture électrique qu'on connaît aujourd'hui, qui a à peu près 400 km d'autonomie dans les voitures les plus modestes. On peut monter jusqu'à 600, voire 800 km. Il suffit de mettre des batteries. Le problème des batteries, c'est que ça coûte cher et que ça pèse. Donc il y a un côté optimum technique qu'il faut trouver. Ou alors, l'autre solution, c'est de produire l'électricité à bord, comme le disait votre journaliste. Et ça, c'est la pile à combustible à hydrogène qui marche très bien. Et nous avons des experts en France avec Air Liquide, qui est le grand leader mondial de l'hydrogène mobilité, et avec Plastic Omnium, qui fait les réservoirs pour l'hydrogène sous pression, et qui d'ailleurs maintenant a proposé au CES 2023 une solution pile à combustible. Donc, on saura faire des voitures pertinentes, efficaces, agréables à propulsion électrique. J'ai une question personnelle, Jean-Pierre, à vous poser. Vous avez été DSI de Solac, Usinor Sassilor, DSI de Renault. Dans votre carrière de DSI, quels ont été les moments où vous avez rencontré ce type de résistance à l'innovation et comment, en tant que manager, puisqu'on a une audience aujourd'hui qui nous écoute, qui sont des dirigeants commerciaux, des directeurs généraux, comment est-ce que vous avez abordé ces résistances en interne ou d'un marché? Voilà, comment, en tant que DSI, vous avez fait face à ces blocages et à ces résistances? J'ai eu la chance, dans mes expériences, de rencontrer des dirigeants d'exception. Francis Maire, dans le groupe Usinor Sassilor, Edmond Pachura, à Solac, ou Louis Schweitzer chez Renault. Donc, ce sont des gens qui m'ont toujours aidé, en tant que directeur des systèmes d'information, à faire passer le changement. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on a connu dans le monde des technologies de l'information des révolutions spectaculaires. L'irruption du PC dans le monde de l'informatique centralisée, tout le monde était contre. Moi, j'avais à l'époque tous les informaticiens que je dirigeais qui étaient vent debout contre le développement du PC. Tout simplement parce que le PC, ça veut dire personal computer. Personal, ça veut dire que on redonnait à l'utilisateur la liberté de choix de l'exploitation de l'information. Et donc les informaticiens classiques étaient hostiles. Deuxième grande révolution, c'est l'Internet. J'étais chez Usinor encore le premier à introduire le web dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Alors là, c'était les dirigeants opérationnels et les communicants qui n'étaient pas d'accord. Donc il a fallu évidemment développer, et j'ai mis en place des systèmes de messagerie très rapidement, issus du monde de l'Internet. Et ça, c'était tout à fait intéressant. Et puis la troisième révolution technologique que j'ai menée chez Renault, ça a été le développement de la conception assistée par ordinateur, où là j'ai travaillé étroitement avec la direction de l'ingénierie, mais on est allé extrêmement loin dans la pénétration par l'informatique des composants métiers. Et la dernière révolution que nous avons fait dans l'automobile, c'était d'introduire les écrans et la géolocalisation dans le véhicule. Et ça s'est fait au début des années 2000, non sans mal, hein, parce que là encore, c'était difficile à vendre. Hein, les commerçants sont toujours très réticents à introduire un produit sur lequel il n'y a pas une marge suffisante pour développer une activité commerciale. Et il est vrai que les premiers GPS coûtaient fort cher à produire, et on n'arrivait pas à refacturer au client final, ce qui fait que la pénétration de la géolocalisation dans l'automobile au début des années 2000, c'est pas vieux, hein, a été lente. Ce qui a fait basculer tout, c'est l'invention de l'iPhone. Moi, je dis vraiment dans l'histoire récente, hein, c'est 2007. Dans un iPhone, vous avez tout. Vous avez la géolocalisation qui est embarquée, vous avez le traitement de l'image, la gestion de l'image,
vous avez toutes les applications. La grande astuce de Steve Jobs a été de dire, je vais faire un produit, mais surtout, je vais laisser l'écosystème applicatif se développer librement. Et ça, c'est un très bon message. On n'est pas bon tout seul. Il faut susciter autour de soi une capacité d'entraînement. Et donc, les innovations dans l'informatique que j'ai connues et introduites ont été celles qui ont le mieux marché quand elles répondaient à deux objectifs. Le premier, c'est que ça soit utile. Il faut créer de la valeur. Et deuxièmement, il faut que ça soit agréable. Et le très bon contre-exemple d'innovation qui n'a pas fonctionné, c'est la télévision en 3D. Alors, on a annoncé ça de façon extraordinaire, mais ça n'a pas marché parce que c'était pas agréable. Il fallait des lunettes, on avait un peu le tournis, et en plus, c'était pas utile parce qu'on ne trouvait pas, à part Avatar, de scénario mettant en œuvre la 3D. Donc, c'est très intéressant, les relations d'ailleurs entre l'informatique et l'automobile, puisque aujourd'hui, une voiture automobile, c'est un ordinateur sur roue, hein. Il y a à peu près une cinquantaine de processeurs dans une voiture. Mais on voit bien que l'innovation qui se combine dans un véhicule aujourd'hui, c'est effectivement trois choses très concrètes. C'est je sais où je me trouve, je sais où je vais dans les meilleures conditions de sécurité parce que j'ai une information temps réel et je connais parfaitement bien le fonctionnement prédictif de mon véhicule. Et on voit bien que pour parvenir à ça, il faut hybrider les technologies, il faut que la mécanique rencontre l'électronique, il faut que le logiciel rencontre le hardware. Il faut donc réinventer une économie qui va tirer le meilleur de l'expertise en mécanique des constructeurs automobiles, le meilleur de l'expertise en logiciel des grands industriels du software. Donc c'est très, très intéressant de voir comment les choses avancent. On n'est pas dans une innovation rectiligne, il ne faut pas croire. C'est toujours en échelle de perroquet. Il y a un truc qui avance, puis on va se mettre à niveau, puis après on va bouger plus vite dans un autre domaine. Je parle souvent, moi, de tectonique des plaques en matière d'innovation. Ça bouge tout le temps, et parfois ça casse, ça craque. On ne sait pas pourquoi. Et là, tout le monde se dit, mais comment ça se fait? Puis on se réajuste. Et vous savez, la plus grande révolution du XXIe siècle, c'est d'équiper l'ensemble des habitants de la planète, l'ensemble, d'un téléphone intelligent avec des facultés multiples. On a donné cet outil à tout le monde. Personne ne l'avait prédit, personne ne l'a voulu. Ça a été le résultat d'un équilibre heureux entre la technologie et l'usage. Alors si on revient dans le monde automobile particulièrement et sur les aspects de distribution, qu'est-ce que vous pensez de ces grands choix que font aujourd'hui les constructeurs? D'un côté, on a Renault qui transforme ses concessionnaires en agents, donc qui renforce le lien de façon beaucoup plus intime avec son réseau de distribution. Et puis on a Stellantis qui reste, comme beaucoup d'autres constructeurs, avec un réseau de concessionnaires indépendants. Comment est-ce que vous voyez toute la partie distribution évoluer? Comment vous analysez ces transformations du côté commercial des constructeurs? En fait, permettez-moi de vous corriger parce que c'est l'inverse. C'est Renault qui garde les concessionnaires et c'est Stellantis qui va vers les Pardon, agents. Mais absolument. peu importe, votre remarque est totalement pertinente. Là, c'est quelque chose qui va parler à notre auditoire de ce matin. Euh, les Le régime des concessionnaires est un régime de concurrence dérogatoire, hein. L'Union européenne a accepté que dans le milieu d'automobile, compte tenu de la technicité, de la sécurité que l'on doit donner aux clients, les constructeurs créent ce monde très particulier de relations avec les concessionnaires. Ce qui est en train de se passer, et notamment avec l'électrification des véhicules, c'est qu'on rapproche la distribution automobile de la distribution tout court. Il n'y a pas de distribution exclusive. On est dans une concurrence où chacun va apporter de la valeur
à ses clients. Alors, ce qui se passe avec le régime des agents, c'est que le constructeur va avoir son propre réseau de distribution, en fait. C'est ça le message, parce que c'est lui qui va acheter les véhicules, financer le stock et va déterminer la fixation des prix. Le vrai enjeu est là, c'est que les concessionnaires avaient réussi à créer un écran entre le producteur d'automobile et le client final. Vous savez bien qu'au XXIe siècle, la valeur est dans la donnée. Connaître son consommateur de façon intime, c'est quelque chose d'essentiel. Jusqu'alors, les constructeurs connaissaient très mal le mode d'utilisation de leurs véhicules avec le filtre des concessionnaires. Les seules informations que l'on avait, c'est les remontées par la garantie. Mais là aussi, il y avait un jeu particulier avec les concessionnaires. Ce qui a mis un terme à ça, c'est que le constructeur automobile accède directement maintenant au véhicule qui est connecté pour assurer le suivi des batteries. Donc il y a déjà une information qui remonte. Et quel est le constructeur qui mène la transformation la plus rapide de la distribution? C'est Tesla. Parce que Tesla vend plus de la moitié de ses voitures dans le monde directement sur Internet. Et a une connaissance intime de son véhicule avec une maîtrise du logiciel à distance, c'est une technologie qui s'appelle OTA, over the air, qui permet de modifier à distance le logiciel. Donc on n'a pas besoin d'aller chez un concessionnaire et le constructeur a complètement en main le véhicule de bout en bout et il a en main le client puisqu'il le connaît. Donc l'objectif des constructeurs est double. C'est une maîtrise complète du marché et de la donnée, avec des conséquences importantes sur l'ingénierie des véhicules. C'est-à-dire que quand on sait exactement comment fonctionnent les voitures, on est capable d'optimiser l'ingénierie. Ça, c'est un point clé. Et deuxièmement, la possibilité d'utiliser la connaissance des clients pour faire du business additionnel en leur vendant des services, en valorisant cette connaissance intime. Et je pense que là, on est dans une démarche qui est inéluctable. C'est-à-dire que toute entreprise veut comprendre intimement le comportement de son client. Et quand le client est en situation de mobilité, et donc il va générer des tas de demandes de services, hein. Il va aller au cinéma, il va aller au restaurant, il va aller dans un hôtel, il va s'arrêter dans un supermarché, etc. On voit bien l'intérêt considérable pour les constructeurs de maîtriser cet aspect-là de leur métier. Dans la voiture électrique, il y a une concurrence qui est féroce. Tesla domine aujourd'hui le marché avec 18% des véhicules vendus. Suivent deux acteurs chinois, BYD et SAIC Motor. Ensuite, le premier européen arrive en 4e position avec Volkswagen. Finalement, quelle place peut jouer l'Europe dans ce que vous appelez une mobilité, dans votre livre, une mobilité socialement juste? Merci de prendre cette citation parce que aujourd'hui, les critiques fusent sur le véhicule électrique parce que le véhicule électrique est positionné haut de gamme. Donc il a une connotation sociale, mot que je n'utilise pas moi, mais qui est injuste, puisqu'on considère que c'est plutôt les riches qui peuvent se payer des voitures électriques et donc d'aller partout où une voiture diesel ancienne est interdite. Donc, quelles sont les conditions de cette acceptation du véhicule comme vecteur d'une mobilité socialement juste? Pour moi, il y en a trois. La première chose, c'est la baisse des prix. Une voiture électrique, aujourd'hui, ça coûte entre 30 et 50 000 euros. C'est évidemment au-delà de la portée du consommateur moyen et il faut que les prix baissent. Mais les constructeurs, pour financer la mutation vers le véhicule électrique, ont pris l'option inverse. Ils ont dit, on ne va pas faire nécessairement des petites voitures qui rapportent peu,
d'argent. On va faire des grosses voitures pour lesquelles la marge, de toute façon, même si le prix de revient est supérieur, la marge sera supérieure parce qu'on est habitué à avoir un premium de rentabilité sur les voitures haut de gamme. Et ça, les constructeurs pragmatiques, et Stellantis est le leader de ça, ils ont réussi à faire passer des hausses de prix considérables sur toute leur gamme de voitures. Donc, le premier élément, c'est la baisse des prix, mais on a un bel exemple avec la Dacia Spring. La Dacia Spring est la deuxième vente de voitures électriques en 2022, juste après la Peugeot E208. Il y a eu 18 000 ventes de Dacia Spring. C'est une voiture extrêmement agréable, 250 km d'autonomie, c'est une vraie voiture, fabriquée par Dacia, fabriquée en Chine, hélas, mais qui pourrait être très bien fabriquée en Europe le jour où on aura les batteries disponibles. Donc, premier élément, le prix. Deuxième élément, les voitures d'occasion. Vous savez que pour une voiture neuve vendue, il se vend entre 3,5 et 4 voitures d'occasion en France. Il y a très peu de voitures électriques d'occasion. Il y en a, ça commence à venir. On peut trouver des Zoé. Zoé a été introduite en 2012. Et donc, il faut qu'il y ait un marché de la voiture d'occasion électrique. Ça, c'est un point très important. Les primo-accédants à la voiture électrique sont des personnes, en général, CSP+, de plus de 50 ans, quoi. Bon. Donc, si on veut démocratiser, il faut qu'il y ait un marché de l'occasion. Et ce marché, il va se générer lentement parce que il y a certes aujourd'hui 10 millions de voitures électriques dans le monde en circulation, mais évidemment, sur le 1,3 milliard de voitures qui circulent sur la planète, c'est très peu. Le troisième élément, c'est la facilité de recharge. Il y a encore dans l'opinion l'idée qui n'est pas totalement dépourvue de fondement, qu'il est difficile de recharger sa voiture électrique quand on le veut. Donc il y a une espèce d'angoisse qui consiste à dire, bon, si j'ai une voiture électrique, si demain j'ai envie de partir et de faire 300 km, eh ben, je n'aurai pas l'autonomie requise et je n'aurai pas de bande de recharge. Donc il y a deux manières pour y parvenir. Il y a densifier le réseau de recharge. Il y a 1 million de bornes de recharge en Europe actuellement, ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup plus de bornes de recharge que de stations-service essence. Hein. Mais il n'en reste pas moins vrai que même quand on trouve une borne de recharge, il faut qu'elle soit disponible et opérationnelle, ce qui n'est encore pas vraiment le cas. Mais surtout, il faut que le temps de recharge soit rapide. Or, en fait, ce n'est pas la densité des bornes qui est le vrai sujet, c'est la vitesse de recharge. Le jour où on sera capable de recharger toute voiture électrique en moins de 20 minutes, au moins à hauteur de 80% de sa capacité, on aura réglé le problème de l'autonomie. Personne ne se préoccupe de l'autonomie de son réservoir d'essence parce qu'on sait qu'on trouvera une station-service ouverte 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on n'a pas ce confort, on n'a pas cette sécurité, et donc il faut qu'on l'ait. Ça va venir par la densification du réseau des bornes et sa fiabilisation, l'unicité des moyens de paiement. Hein, il y a aujourd'hui toute une mosaïque de systèmes régionaux et c'est extrêmement désagréable. On n'a jamais la bonne carte pour se recharger. Et puis, la diminution du temps de recharge, qui est un problème technique et qui tient au fait que malheureusement, les voitures électriques fonctionnent en courant continu et que la distribution se fait en courant alternatif. Donc, il faut envoyer dans les batteries du courant continu. Mais ces éléments techniques, évidemment, tous les constructeurs et tous les États sont particulièrement lucides là-dessus. Vous savez, moi je dis dans ce livre, mais je l'écris tout le temps, la mobilité, c'est un facteur de colère sociale bien plus important que la retraite. Parce que la retraite, c'est pour peu de gens et c'est loin. La mobilité, c'est tous les matins. Tous les matins, On l'a vu vous avec êtes les 80 acteur. km/h et les gilets jaunes. Mais voilà,
Tous les matins, vous êtes l'acteur de votre mobilité. Vous prenez la décision d'aller d'un point A à un point B, essentiellement pour travailler d'ailleurs, mais pour faire vos courses, pour aller chercher les gamins à l'école, etc. Et cette décision-là est perçue comme attentatoire aux libertés quand il y a trop de contraintes. Donc, extrêmement sensible à ne pas. Et on a bien vu effectivement l'erreur. Ils pensaient que c'était une bonne décision, On vous mais perd un peu là, Jean-Pierre. il ne fallait pas la prendre de façon centralisée. C'était voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Bien comprendre que la mobilité électrique ne sera acquise que lorsqu'elle sera perçue comme juste. Jean-Pierre, un Et immense ça merci va pour venir. cet entretien. Les voitures électriques ont du mal à se recharger. Grâce à vous, on a rechargé nos neurones. Pour aller plus loin, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour acheter Liberté, Égalité, Mobilité, une formidable saga à travers l'histoire de l'automobile et les grands enjeux que pose l'électrification et l'innovation dans l'industrie automobile. Les deux autres ouvrages de cette trilogie, 1,2 milliard d'automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible? Et la voiture du 21e siècle sera chinoise. Les deux livres, les deux livres que vous avez coécrit voilà, pour boucler cette trilogie sur l'industrie. Votre blog, Technologie, Société de la Connaissance, votre profil LinkedIn sur lequel il y a beaucoup d'articles et vos publications sur Atlantico. Vous avez tous les liens, on vous les remettra dans le mail de replay. Et puis, vous avez conseillé aussi l'histoire des techniques aux éditions de la Pléiade, sous la direction de Bertrand Gilles, C'est histoire génial. des techniques et des technologies, passionnant ouvrage. Et puis deux livres complémentaires, The Powerhouse, Inside the Invention of a Battery to Save the World, Oui, de Steve Levin, et puis The Machine That bien Changed the sûr. World, The Story Grand of Lean classique. Production, comment le Japon a développé, avec Toyota, la guerre globale dans l'automobile qui a révolutionné cette industrie. Voilà pour les plus loin. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mesurer votre agilité avec Jérôme Barran, qui est responsable de l'Institut d'agilité des organisations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme de GoToWebinar. Jean-Pierre se fera un plaisir de vous y Absolument. répondre. Dernière question qu'on pose à tous nos invités, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement? Alors, j'aime bien cet exercice et j'ai réfléchi un peu. J'utilise très souvent le général de Gaulle, alors qui ne l'utilise pas, hein, c'est la statue du commandeur, mais il a écrit quelque chose qui, compte tenu de son expérience, me paraît très riche. Il dit, au-delà des délais et des épreuves, tout ce qui est légitime finit par devenir légal, tout ce qui est raisonnable finit par avoir raison. C'est une très belle incitation à la résilience. Et je pense que De Gaulle l'a montré. Il faut être résilient, il faut être opiniâtre, il faut écouter ce que disent les gens. Et puis, une fois qu'on a façonné une idée juste et pertinente, il faut l'exécuter. Voilà, une magnifique leçon de leadership. Un grand merci, Jean-Pierre. Est-ce Merci à vous. que, Gloria, on a des questions de nos auditeurs? Oui, effectivement, on a des questions. Alors, la première question de Pierre. Quel est le vrai avantage environnemental du passage à l'électrique? Alors, il y a des kilomètres d'arbres qui ont été abattus pour répondre à cette question, qui est évidemment une question très pertinente. La réponse est simple. Toute voiture électrique, tout au long de sa vie,
quel que soit le système de distribution électrique, même les pires comme en Chine ou en Pologne, va émettre moins de CO2 que son équivalent thermique tout au long de la vie. Alors évidemment, il y a des cas infiniment plus favorables, c'est quand le mix énergétique est décarboné, puisque avec le nucléaire ou les énergies renouvelables, on a des cas comme la Norvège, l'Islande, le Canada, où effectivement les voitures électriques ne consomment dans leur vie utile que de l'énergie décarbonée. Deuxième élément, l'essentiel de la production de CO2 liée à la voiture se fait pendant la construction du véhicule. C'est-à-dire la production de batteries qui aujourd'hui est énergétivore et qui va créer des émissions de CO2. Et malgré ça, hein, malgré le fait qu'il faut aller chercher des matériaux, des minerais, etc., l'utilisation tout au long de sa vie, je le dis bien, d'un véhicule électrique est plus vertueux que d'un véhicule thermique à essence. Alors, il y a aussi beaucoup d'avantages supplémentaires. Il y a le silence de fonctionnement qui ne rentre pas, non, évidemment, dans l'objectif CO2. Mais le silence de fonctionnement d'une voiture thermique, on le voit bien déjà à Paris avec les autobus qui sont maintenant électriques, il y a un gain en qualité considérable. Imaginez une ville comme Paris sans véhicules thermiques, deux roues, autobus, camions de livraison, voitures individuelles, taxis, entièrement en électrique, la qualité de la vie a changé. Moi, mon dernier On vous entend plus, Jean-Pierre. On ne vous entend plus. Il y a une communication qui a dû couper. Vous m'entendez là? Ah là, ça y est, c'est reparti. Ouais, pardon. Oui. Ouais, c'est les oscillations de l'Internet. Hangzhou, c'est une ville formidable, c'est la ville d'Alibaba, et il n'y a pas de bruit. C'est une très grande ville, 10 millions d'habitants. L'essentiel des déplacements se font en véhicule électrique. Donc ça, c'est un gain important. Ensuite, il n'y a pas d'émissions de vapeur, de fumée, etc. Donc, pour la qualité de vie au quotidien, c'est important. Mais ne nous leurrons pas, il n'y a pas de solution optimale en matière de déplacement. On va consommer de l'énergie et on va donc rejeter ou du CO2 ou des sous-produits de combustion dans l'atmosphère. Le véhicule électrique est à ce jour, et pour les 30 ans à venir, ce qu'on ferait de moins pire. Question de François. Comment situez-vous les Européens dans leur capacité à produire des voitures électriques par rapport aux autres puissances? Alors, là, il y a énormément aussi de discussions, de débats au sein du Parlement européen, au sein de l'ACEA, qui est l'organisation des constructeurs automobiles européens. Les Européens n'ont pas vu venir assez vite, assez tôt, l'électrification. Ils ont cru que le diesel, dont ils étaient les leaders, allait permettre progressivement de réduire les émissions de CO2 et suffire dans des calendriers de long terme. En fait, ils ont été pris de court parce que le Dieselgate a explosé en vol et montré que le diesel n'était pas aussi vertueux que ce qu'on imaginait. Et donc, s'est révélé une solution que les politiques ne pouvaient pas défendre raisonnablement sur le long terme. Ils n'ont pas vu non plus, et ça c'est une faute stratégique, que la Chine se préparait activement à une offensive mondiale sur le véhicule électrique. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, parce que celui de 2019,
parce que qui est préfacé par Nicolas Chapuis, qui est un ami et qui était ambassadeur de l'Union européenne à Pékin. On regardait monter les papiers, les articles en anglais publiés par les sociétés chinoises en disant mais nous c'est clair, notre volonté stratégique est d'être le leader mondial du véhicule électrique. Et les Européens disent oh mais non, les Chinois ils savent pas fabriquer de bagnoles, nous on est les leaders du moteur, etc. Ce qui est impardonnable parce que la plupart des constructeurs avaient des joint ventures en Chine. Donc, ils voyaient la montée en puissance de l'ingénierie chinoise. Mais ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est que en 1980, en Chine, il n'y avait pas de voiture individuelle. Il n'y en avait pas. 80. À l'époque, on était florissant dans l'industrie automobile en Europe, au Japon et aux États-Unis. Et en 40 ans, ils ont réussi à devenir le leader mondial de l'industrie automobile tout court, hein, puisque c'est en Chine qu'on fabrique le plus de voitures. Et deuxièmement, le leader mondial de l'industrie du véhicule électrique, mais alors là, de la tête et des épaules. Il n'y a que Tesla qui a résisté. Mais Tesla, aujourd'hui, a quelques difficultés à assumer la concurrence avec les Chinois. Donc BYD, c'est ce qu'on dit, BYD, c'est le nom de la marque. Ça veut dire Build Your Own Dreams. Et c'est une marque qui est toute récente, mais qui a développé un leadership tout à fait considérable, qui fabrique des batteries et qui fabrique des véhicules électriques. Il y a une autre marque aussi qu'on a négligée, et pourtant, là encore, on aurait dû la regarder avec attention, c'est Geely. Geely a racheté Volvo. On s'en étonnait, mais on n'a pas vu venir la concurrence. Or, Geely aujourd'hui en électrique est très bon. Les Volvo bénéficient évidemment de l'écosystème Geely et de l'ingénierie de Volvo. Et il y a une marque, une très jolie marque qui s'appelle Lynk & Co, qui est une co-marque Geely Volvo et qui commence à se développer en Europe avec des voitures électriques SUV plutôt de bonne qualité. Et SAIC, que vous avez cité aussi, a racheté MG il y a 15 ans. Et maintenant, ils font de MG une marque de voiture électrique. Et la MG4, qui est en vente en Europe à moins de 30 000 euros, est une excellente voiture électrique. Donc, la Chine est un pays d'ingénieurs. On forme à peu près 1,5 million d'ingénieurs en Chine chaque année. 320 000 aux États-Unis, 250 000 en Europe. Donc, il y a une dissymétrie. Les dirigeants chinois viennent du monde de l'ingénierie. Le Parti communiste chinois, 50% de ses membres sont des diplômés de l'enseignement supérieur, essentiellement de l'enseignement supérieur technique. Et donc, il y a un appétit en Chine pour la technologie qui fait que la construction de Made in China 2025, qui est leur plan stratégique, mais qui est maintenant un élément clé de leur stratégie 2049 pour les 100 ans de la révolution chinoise, c'est que de la techno. Et ils sont très bons en aéronautique, en spatial, en ferroviaire, etc. Donc, les industries européennes ont tous les moyens pour réussir, se sont réveillés tardivement, mais je crois mettre les bouchées doubles avec beaucoup de chances de succès. Jean-Pierre, un immense merci pour cet entretien. On a été ravis de vous accueillir aujourd'hui. La place de l'industrie automobile en Europe et dans le monde pour une mobilité socialement juste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Liberté, égalité, mobilité. Encore merci de cet échange et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine à 11h30 pour mesurer votre agilité, un outil de management absolument indispensable dans un monde qui innove aussi rapidement. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.